J'ai reçu fin septembre 2023 une lettre datée du 22 septembre 2023, une lettre envoyée par le procureur de la République qui m'informe du classement sans suite de la plainte pour viol déposée à mon encontre par Andrea, la youtubeuse de la chaîne autrefois nommée Concrètement Moi et désormais renommée Liberty. Elle a porté plainte pour viol en mars 2022. Petit rappel historique. Début novembre 2021, Andrea publie sur sa chaîne son témoignage où elle se présente comme victime d'agression sexuelle sur fond de musique triste par un youtubeur anonyme qui aurait profité de l'admiration qu'elle lui portait en août 2021. Aussitôt, mon ex Anne-Sophie, alias Shiny Fennec sur Twitter, que j'avais plaqué quelques mois plus tôt après une relation de 3 ans, elle publie à son tour un témoignage sordide, mensonger et grossier de ma personnalité qu'elle psychiatrise et de nos 3 ans de relation. 3 ans pendant lesquels j'étais son amant, qu'elle voyait dans le dos de son mari, qu'elle m'avait caché. Ce qu'elle ne précise pas bien sûr, mais en semant assez d'indices pour que l'on comprenne que elle et Andrea parlent de moi, donc sans m'accuser directement afin d'éviter que je ne puisse me défendre. Rapidement, je suis accusé nommément par des comptes importants qui relaient les rumeurs, comme la chaîne de Psyodélique ou encore Cro-Blanc, et je réagis en relevant que oui, c'est bien moi qu'on accuse sans l'assumer. À ce moment-là, je sais que je suis déjà mort. S'ensuit alors une tentative de défense, en partie lamentable, de ma part. J'y reviendrai. J'ai alors perdu 80% de mon public et des revenus liés à ma chaîne. Je suis devenu une cible à abattre pendant des mois. De nombreux vidéastes ont fait des centaines de milliers de vues sur ma gueule en me considérant présumé coupable, décortiquant le moindre de mes mots sans prendre une seconde pour se poser des questions sur les accusations, tandis que je recevais des milliers de messages de haine me traitant de violeur, de pédophile, de prédateur sexuel, que je devrais me suicider, qu'il faudrait me castrer et me violer en prison. Concernant Andrea, j'ai donné ma version des faits un an plus tard, le 27 novembre 2022, le lien est dans la description. J'ai attendu si longtemps car je savais que dire la vérité, sur notamment la présence de son mari, rendrait impossible tout dialogue entre nous. J'espérais encore un dialogue avec cette femme qui m'accuse publiquement d'agression sexuelle et croyez-moi, ça a été difficile d'expliquer ça à ma psychiatre. Faut quand même être con. Je suis désolé pour les gens qui m'ont défendu sans cette information. Dans ma version des faits, en plus de donner enfin mon point de vue, je relève les mensonges par omission de son témoignage et ses falsifications. Andrea se présente par exemple comme une personne qui m'admire, alors que je n'avais aucun moyen de m'en rendre compte. Elle me l'avait même caché et dans le cas contraire, j'aurais refusé ses avances. Andrea ne dit pas au public qu'elle était venue chez moi dans le but qu'on couche ensemble, à sa demande, lui permettant ainsi de présenter notre rencontre comme une simple rencontre qui dérive, alors qu'il s'agissait d'un plan cul explicite dès le départ. Elle ne comptait d'ailleurs pas me revoir, mais juste passer vite fait pendant ses vacances en famille. Cela a pour conséquence de se présenter au public comme une femme qui ne fait que recevoir et finalement subir ma sexualité, ce qui évite ainsi de la juger comme une femme adulte et responsable. Andrea présente le premier pas physique qu'elle fait vers moi comme étant, je cite, un geste câlin, alors qu'elle me caressait la cuisse sous la table en présence de son mari, ce qui n'a rien d'un geste câlin, vous en conviendrez. Et là encore, cela a pour conséquence de la désexualiser. À nouveau, elle ne se présente pas comme une femme adulte et donc responsable de ses actes. Et surtout, entre autres choses, je relève dans ma version des faits qu'Andrea a caché la présence de son mari au moment des faits, un mensonge qui a eu pour conséquence de la présenter au public comme une femme isolée et donc livrée à elle-même, appuyant ainsi l'hypothèse de la contrainte contextuelle, ce qui est pourtant faux. Les internautes, en comblant les failles volontaires de son récit, ont même cru qu'elle devait compter sur moi pour partir et pour que je la ramène on ne sait où avec ma voiture, alors que dans la réalité, je l'ai raccompagnée à pied à son mari. Ainsi, elle aurait donc été raccompagnée à son mari par son violeur. Cette version des faits tronqués a eu notamment pour conséquence d'accroître la haine des gens à mon encontre. On m'a présenté comme un prédateur sexuel qui attire des femmes dans son antre pour abuser d'elles, ce qui devient ridicule quand on sait que, d'une part, c'est elle qui m'a fait les avances, et surtout, je l'ai invitée avec son mari. Ce serait suicidaire de ma part s'il y avait une telle préméditation. Andrea a prétendu être victime d'une agression sexuelle qui est devenue au fil des mois un viol, car d'après elle, après un rapport sexuel consenti qui lui a bien plu, elle le dit elle-même dans son témoignage, ce qui est étrange, d'après elle, donc à la fin de notre rapport sexuel consenti, dans un contexte où son mari est présent non loin, Andrea se serait sentie sous la contrainte psychologique de la peur de me décevoir et se serait sentie obligée de me masturber pour terminer le rapport sexuel.
ce qu'elle qualifie alors d'agression sexuelle, puis, quelques mois après son témoignage, elle se présente ensuite comme victime de viol, au prétexte que pendant qu'elle me masturbait, je lui aurais mis un doigt, ce qui justifierait une plainte pour viol, un crime passible de 15 ans de réclusion. Tout son récit repose sur la contrainte psychologique de la peur de me décevoir. Il s'agit donc d'une peur égocentrique, une peur pour sa propre image dans le regard de l'autre. Il faudrait alors considérer qu'une femme adulte de 40 ans, mariée, 2 enfants, serait sous la contrainte de masturber son plan cul pour terminer un rapport sexuel consenti par peur de l'image d'elle-même dans le regard de son plan cul, pendant que son mari attend à 100 mètres avant d'être ensuite raccompagné à pied à son mari par son violeur pour repartir le lendemain. Ainsi, à leur surprise générale, sa plainte pour viol a été classée sans suite. Andrea a porté plainte pour viol en mars 2022. En décembre 2022, j'ai été convoqué par la police dans le cadre d'une enquête préliminaire, qui est, comme son nom l'indique, la première étape des procédures qui se mettent en place dans de telles circonstances. J'ai été convoqué par SMS, ça m'a paru bizarre, j'ai cru que c'était du spam, mais non. Ils ne sont pas venus me chercher à 6 h du matin, on a convenu d'une date pour la convocation et le 31 janvier 2023, je suis allé à la gendarmerie pour m'expliquer. Il s'agissait d'une garde à vue filmée avec prélèvement ADN, comme l'exige la procédure pour une accusation de crime. J'ai été interrogé par 2 enquêtrices, de 8h30 à 15h, 15h30, une grosse demi-journée. Ils m'ont pas gardé 48 heures, vous conviendrez aisément que, vu la nature des faits et leur contexte, c'est vite réglé. Si ce n'est pas la première fois que je me retrouve confronté à la police et à la justice, je suis connu des services de police, comme on dit, c'est la première fois que je me retrouve en garde à vue. C'est un moment désagréable, outre la privation de liberté, il y a des questions personnelles, intimes, gênantes et une approche parfois agressive, pour ne pas dire hostile, mais bon, c'est le principe du truc, quoi, hein. Elles font leur boulot. Je ne vais pas parler de tout, mais certains détails m'ont marqué. Tout d'abord, n'étais pas du tout préparé à répondre sur ce sujet. J'ai été choqué et surpris qu'Andrea ait osé aller aussi loin. Je l'explique par une escalade d'engagement. Ensuite, quand l'enquêtrice m'a demandé si j'étais au courant de sa relation particulière avec son mari, leur relation polyamoureuse, j'ai affirmé que oui, bien sûr, c'est connu, elle en parle d'ailleurs sur sa chaîne. Et l'enquêtrice m'a répondu, surprise, ah bon, elle aussi, elle a une chaîne. Les enquêtrices n'en étaient pas au courant, et ainsi n'étaient pas non plus au courant qu'Andrea avait déjà publié son témoignage publiquement. J'en déduis qu'elle n'en a pas informé la police lors de sa déposition, ce que l'on peut au minimum trouver étrange. Je pense qu'il s'agit d'une information contextuelle importante. Par exemple, on peut considérer cela comme le reflet de son désir de mise en scène, mais il semble que c'est une manie chez elle de cacher des informations importantes. Quoi qu'il en soit, vous n'avez rien su de tout cela, de ces procédures. Aucun journaliste ne m'attendait à la sortie de la gendarmerie, en dépit de l'admiration que je semble susciter. Je n'en ai jamais parlé, tout comme Andrea ne s'en est pas vanté. Elle a d'ailleurs effacé de sa chaîne YouTube son témoignage ainsi que toutes ses vidéos sur le polyamour. Le fait que sa plainte soit classée m'empêche de me défendre. Je ne peux pas librement exposer ses méthodes malhonnêtes et ses incohérences de telle manière qu'elle ait à s'en justifier. J'aimerais savoir comment elle explique que dans son témoignage, je lui aurais dit qu'elle me déçoit et que je ne veux plus la revoir, c'est-à-dire qu'elle parte, alors que 1, ça ne la fait pas partir, et 2, ceci avant la masturbation. J'aimerais savoir comment elle peut se permettre de traiter de violeur un homme qui lui demande son consentement pour la pénétration. J'aimerais savoir pourquoi une femme victime de viol a été exclue de son chat lors d'un live le 13 novembre 2021, une femme victime de viol qui critiquait sa posture nonchalante et qui lui semblait en décalage avec la réalité du viol. J'aimerais enfin et surtout savoir quel argument elle ose utiliser pour justifier d'avoir caché au public qu'elle était venue chez moi accompagnée de son mari, elle qui pourtant n'a jamais caché au public être dans une relation polyamoureuse, allant même jusqu'à l'exposer dans une émission de télévision, rendant ainsi peu plausible l'argument de la crainte du jugement moral. J'aimerais savoir comment cette femme qui veut m'envoyer en prison justifie ça. Si je ne la crois pas vraiment manipulatrice, je peux tout de même reconnaître qu'il est malhonnête de rajouter une petite musique triste en fond sonore de sa vidéo pour tirer les larmes, et encore plus malhonnête de cacher au public qu'elle était venue chez moi accompagnée de son mari, se faisant ainsi passer pour une femme isolée et à ma merci. Un classement sans suite quand on est accusé et qu'on se sait innocent est, je pense, assez frustrant. Si tu es reconnu coupable, il y a une peine, mais si tu es considéré innocent, il n'y a pas de récompense. Je considère que ce classement sans suite est dans son intérêt, absolument pas dans le mien. Beaucoup de gens se contenteront de dire que ce n'est pas la preuve de mon innocence, comme s'il m'était nécessaire de prouver mon innocence, comme si je devrais avoir en ma possession une vidéo de notre relation sexuelle. Certains prétendront que je suis un dominant dans cette société,
comme si un marginal connu des services de police, comme le dirait un journaliste de droite, serait mieux vu par la justice et la police qu'une mère de famille. D'autres, enfin, iront jusqu'à dire que c'est la preuve que la justice protège les violeurs, que la justice est trop laxiste. Cette plainte pour viol classée sans suite va se rajouter à la pile des plaintes pour viol classées sans suite. Elle va grossir les statistiques et sur cette base, on dira que c'est la preuve que la justice est défaillante. Notons que pendant que des gens, des enquêtrices et des magistrats ont travaillé sur son dossier de plainte, pendant ce temps, ils n'ont pas fait autre chose et n'ont pas avancé sur d'autres dossiers de violences sexuelles. Je ne prétends pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On sait que 15% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation et on peut considérer que ce n'est pas suffisant. Mais pour autant, il me semble difficilement concevable de condamner à la réclusion criminelle pour viol un homme qui a été masturbé pour terminer un rapport sexuel consenti avec une femme adulte de 40 ans dont le mari attendait au bout d'un chemin. Une femme adulte de 40 ans qui prétend avoir subi comme contrainte la peur égocentrique pour sa propre image dans le regard de l'autre. Je ne suis pas télépathe, je ne suis pas un sextoy qu'on éteint sans réciprocité et je ne suis pas responsable de ces problèmes d'ego. Je n'ai jamais reconnu qu'Andrea aurait été sous la contrainte. Toutefois, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma défense. Avant de revenir dessus, j'aimerais tout de même relativiser avec 3 points. Tout d'abord, je vais vous demander, ça serait quoi une bonne défense? Est-ce que vous avez déjà vu des hommes accusés publiquement de violences sexuelles en général qui se sont bien défendus? Genre, rien à dire quoi. Même pas une petite phrase à déformer. Dans ces situations, le public fonctionne sur l'émotion et le biais de confirmation. Chacun verra dans les réactions de l'accusé ce qu'il a envie de voir et trouvera dans ce qu'il dit une confirmation de sa culpabilité ou de son innocence, ceci en fonction de ses affinités personnelles et de ses préjugés. Or, contrairement à d'autres, je ne suis pas un orateur capable de me servir des émotions des gens. J'estime m'exprimer sur du concret et le concret, ce n'est pas ce qu'on attend d'une personne accusée sur sa morale. Pourtant, une mauvaise défense ne forme pas une culpabilité. Ce qui forme une culpabilité, c'est une bonne accusation. Ou alors il faudrait revenir à la justice de l'Ancien Régime, mais à titre personnel, j'y suis défavorable. De plus, en ce qui concerne mon ex Anne-Sophie, je n'ai rien reconnu et au contraire, très rapidement, j'ai apporté des preuves de sa malhonnêteté dans ma vidéo call-out de mon ex toxique, toujours en ligne. J'ai pu mettre en évidence que le portrait qu'elle dresse de moi n'est pas crédible. Je serais jaloux possessif alors qu'elle habitait chez son mari, ou incohérent, je serais à la fois prudent, à la limite de la paranoïa, tout en me croyant intouchable. J'ai pu montrer qu'elle m'accuse d'être un sociopathe qui a sombré dans la folie, ce qui devrait être en sa défaveur, et pourtant ça a été considéré comme la légitime expression de colère d'une victime. Pourtant, cela n'a pas retourné l'opinion en ma faveur. On m'a même reproché de montrer des messages privés alors que ceci avait pour fonction de remettre en question sa parole, elle qui n'a rien d'autre que cela. Anne-Sophie n'a que sa parole incohérente et improbable, je lui oppose des preuves, mais j'ai quand même tort. Il serait donc, je pense, de mauvaise foi de réduire l'avis du public à ma mauvaise défense, car même ma bonne défense, celle avec des preuves, a été ignorée, méprisée, tournée en dérision. Enfin, quand vous êtes isolé, que vous voyez 7 ans de votre vie s'effondrer, qu'on vous traite de prédateur sexuel qu'il faudrait castrer et violer en prison, dans une telle situation de crise extrême, il est difficile de trouver les mots justes et de réagir de la meilleure des façons. Je ne suis pas un homme puissant, avec des conseillers en communication à mon service, avec des gens qui peuvent parler à ma place, avec un réseau d'amis qui peuvent me relayer sans contradiction sur les plateaux télé. Je n'ai même pas de lien avec un parti, une association, un collectif. Je ne suis pas l'incarnation du patriarcat, je suis juste un mec qui fait des vidéos sur son canapé. Ainsi, concernant ma défense déplorable, on ne parlera pas de tout. Beaucoup de gens ont tourné en dérision le fait que j'ai précisé « je n'ai jamais dit que j'étais safe », faisant passer cette phrase pour une justification. Cela n'a jamais été une justification de ma part. Je ne crois même pas au concept de safe, tout comme déconstruit, cela ne fait pas partie de mon vocabulaire. Andrea a dit que je me prétendais safe. J'ai juste répondu que c'était faux. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre sens que de répondre à un portrait fallacieux qu'elle faisait de moi. Je pourrais dire la même chose avec de nombreuses phrases au sens détourné quand elles ne sont pas juste inventées. Je rappelle que le culte de la petite phrase qu'on trouve sur tous les plateaux télé est une manie qui a pour conséquence de nous détourner du fond. Ensuite, il y a des choses que j'ai pu dire que je ne pensais pas, que je n'ai même pas écrit moi-même. Au début des accusations, je n'avais qu'une personne à qui parler, une femme féministe pour qui j'avais des sentiments et je l'ai écoutée. Elle m'a ainsi poussé à aller dans le sens d'Andrea, car c'est ce qu'on dit de faire aux hommes accusés dans les milieux féministes. Tu fermes ta gueule et tu reconnais tes torts, ta version des faits est forcément fausse car tu es biaisé par ta position sociale dominante.
Quand vous ne savez plus comment penser, quand la seule personne sur qui vous vous reposez vous dit: «C'est bien, je suis fier de toi, tu es le seul mec à reconnaître tes torts, aucun homme ne fait jamais ça, tu donnes le bon exemple», eh bien vous y croyez, même si c'est la plus grosse erreur de votre vie. Même si vous ne croyez pas vraiment ce que vous dites, vous pensez être allé dans le bon sens, politiquement parlant, même si c'est faux, et ceci sans vous soucier de la vérité et de votre individualité. J'ai ainsi reconnu avoir commis un abus, je me cite avec Andrea. À la base, je devais carrément dire agression sexuelle. C'était le texte qui était prévu, mais j'ai refusé. On a alors fait le compromis de dire abus. Mais je ne crois pas avoir commis un abus, et encore moins une agression sexuelle, et encore moins un viol. Comme quiconque, je ne suis pas en mesure d'obliger une femme adulte de tordre sa volonté pour la forcer à agir pour me masturber par la seule force de la contrainte psychologique de la peur de me décevoir. Je ne suis pas un gourou de secte qui aurait endoctriné une adepte pendant plusieurs semaines afin de l'avoir sous mon emprise. Je ne suis pas un père qui aurait sur une enfant une autorité, une domination malsaine pouvant l'obliger à faire des choses et à en accepter d'autres. Dans le contexte que l'on connaît, cela n'a juste aucun sens, à moins de considérer cette femme comme une enfant, ce qui expliquerait pourquoi on m'a associé à des gens qui ciblent des mineurs, allant même jusqu'à me traiter de pédophile pour avoir couché avec une mère de famille de 6 ans de plus que moi. Mais une femme adulte est une adulte qui, pour cette raison, est responsable de ses actes. Quand Andrea a commencé à m'accuser publiquement de viol, des gens ont relevé que, bon, là quand même elle abuse. Des anonymes en commentaire m'ont conseillé de porter plainte en diffamation. J'y avais également pensé quand elle m'avait publiquement accusé de l'avoir menacée, ce qui était faux et avait provoqué une vague de harcèlement contre moi. Le méchant agresseur qui menace sa malheureuse victime qui a bien du courage de libérer sa parole, j'en avais pris plein la gueule alors qu'elle n'était pas foutue de dire en quoi je l'aurais menacée, ce qui peut constituer une calomnie. On parle beaucoup, et à juste titre, des plaintes pour viol classées sans suite. On parle moins des plaintes en diffamation ou dénonciation calomnieuse classées sans suite. Car si prouver un viol est parfois difficile, prouver une fausse accusation l'est tout autant, voire plus. Cela nécessite plusieurs critères, comme par exemple de prouver la mauvaise foi et la volonté de nuire, c'est-à-dire de prouver des choses qui, par leur nature, se passent d'abord dans la tête des gens, ce qui est très difficile. Dans le cas d'Andrea, je me dis qu'elle arrivera très facilement à profiter du bénéfice du doute, de la présomption d'innocence, en se faisant plus bête qu'elle ne l'est, comme elle l'a fait jusqu'ici. Si vous arrivez à prouver que vous croyez très sincèrement ce que vous dites, même si c'est faux, alors vous pouvez éviter la calomnie. Si vous arrivez à prouver que vous êtes un peu nouille, alors là aussi vous pouvez éviter la calomnie, car si la bêtise devenait un délit, on n'aurait pas fini. Voilà pourquoi cette sombre histoire de branlette semble s'arrêter là, au moins d'un point de vue juridique. Pour le reste, il est clair qu'avoir détruit 9 ans de ma vie sur la base de témoignages bidons me présentant comme un prédateur sexuel, une menace pour les femmes, tout ça pour se venger de blessures égocentriques en se servant du militantisme dans son intérêt personnel, tout ça me laisse quelques séquelles. Ainsi, si vous me croyez, et même mieux, si vous avez changé d'avis en ma faveur, n'hésitez pas à me le faire savoir et à m'expliquer par quel raisonnement vous avez changé d'avis. C'est très important pour moi. Merci.